tous, bienvenue sur votre journal d'actualité du district de Nyon. Au sommaire de ce 22 février, on prend la route pour parler mobilité avec deux projets. Tout d'abord, le projet des travaux sur la jonction autoroutière de Nyon et puis aussi le projet du réseau cyclable régional. Et puis on ira jusqu'au salon de l'auto qui ouvre ses portes au début du mois prochain et on reviendra sur les événements qui ont marqué l'actualité régionale de la semaine dernière. À Nyon, la place de la gare et du château se refont une beauté. Deux préavis seront déposés au prochain conseil communal. Toutes les explications au micro de Florian Cavalieri. Après Pertan et Rivest, la municipalité nyonnaise poursuit sa politique de réaménagement et de restructuration de l'espace public. L'atelier Bilandscape s'est cette fois penché sur la place du château et la place de la gare. La municipalité continue dans son programme de législature et fait suite au préavis qui a été déposé Cœur de Ville. Et dans ce cadre-là, deux éléments, je dirais, clés de voûte du programme Cœur de Ville, c'est ces deux aménagements, place du château et place de la gare. Place du château, le conseil communal votera sur une demande de crédit de 320 000 francs. Le but, renforcer l'attractivité du lieu, y offrir des espaces d'échange et de rencontres. Nom de code du projet, Mirror. Alors on va réaménager en fait l'entièreté de la place du château. D'une part l'entrée de la place du château avec un aménagement pour les terrasses et puis une deuxième partie avec un emplacement disons plus convivial, ouverte à la population et puis une partie aussi avec je dirais une fontaine contemporaine pour donner un peu de fraîcheur, surtout des emplacements pour le divertissement et le bien-être des citoyens. Les arbres actuels, malades, seront abattus. Oui, les arbres qui sont maintenant sur la terrasse de l'auberge du château sont malades. Il faut les enlever. Donc nous profitons du réaménagement de cette place du château pour inventer une treille, une magnifique treille qui fera de l'ombre sur les différents publics qui seront sur cette terrasse. La municipalité aimerait que des commerces ouverts accueillent le chaland au détriment des arcades dites froides. Et si elle n'est pas propriétaire de l'entier des bâtiments bordant le site, elle souhaite inciter les privés à le faire par l'exemple. Il y a déjà une volonté en fait au niveau de la municipalité, par le biais de la salle de la Bretèche, où une réflexion est menée dans une idée de la mettre à disposition en fait d'une petite restauration ou d'un point qui pourrait accueillir le public. Côté gare, là encore, l'exécutif demande au législatif un crédit de 265 000 francs pour réorganiser cet espace public. Ce projet s'appelle Easy Street. C'est un aménagement qui se fera le long des bâtiments de la rue Sud, en fait, avec certaines choses qu'on ne peut pas modifier pour l'instant, puisque la place de la gare est toujours un axe routier utilisé, et puis qu'on a des projets encore de plan d'affectation gare Sud avec les CFF, mais qui viendront dans un horizon beaucoup plus lointain. Donc l'objectif, c'est de pouvoir démarrer et de faire quelque chose en attendant. Ces deux projets comprennent aussi deux interventions artistiques. On appelle cela de l'art intégré, devisées à 50 000 francs chacune. Sur la place du château, ça sera en quelque sorte des papillonnements de structures, de mini-structures qui pourront aussi s'illuminer de nuit. Au niveau de la place de la gare, on avait besoin de couleurs. C'est une place qui est morne, qui est triste, qui n'a aucune personnalité. Et là, on s'est adjoint les services, la science, les compétences d'une artiste plasticienne spécialiste des couleurs. Et elle a travaillé sur des objets qui permettront de marquer le territoire, de faire des espaces différents. Entre la gare et le château, une quinzaine de places de parking disparaîtront avec l'aval des commerçants concernés. Je rappelle que le parking Pertan est à proximité avec une heure gratuite. Les avantages étant bien supérieurs en fait à ces suppressions de places, ça n'a posé en tout cas aucun problème. Les gens étaient plutôt très enthousiastes de voir qu'on réaménageait, qu'on offrait de l'espace qui allait pouvoir permettre de développer leur business sur ces différentes places. Ces deux projets temporaires sont prévus pour une dizaine d'années, puis l'expérience cédant, ils seront affinés et remplacés par des aménagements définitifs. Les Nyonnais profiteront quant à eux de Mirror et Easy Street dès cet été. Vous l'aurez donc compris, la municipalité nyonnaise poursuit sa politique de réaménagement et de restructuration de l'espace public. Tout ça dans le cadre du projet Cœur de Ville. On en parle avec vous, Maurice Gay, municipal en charge de l'urbanisme. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Pourquoi justement avoir donné un coup d'accélérateur ?
Alors c'est pour changer un petit peu la vision que les citoyens ont de leur ville, redonner un petit peu de dynamisme, mais surtout c'est dans le cadre du projet Cœur de Ville où on souhaite redonner un dynamisme et puis promouvoir en tout cas l'économie et les commerces locaux. On a des gros projets de chantier, 4 projets, Pertan, les Rives du Lac, le quartier du Martinet, la place du Château, on l'a dit. Vous ne craignez pas finalement d'être éparpillé au milieu de tous ces travaux ? Non, alors on a un planning qui est bien connu, qui est maîtrisé, mais on sait effectivement qu'on a des projets, des sujets qui vont mettre plus de temps à aboutir. Vous parlez de Martinet, les concepts des Rives du Lac, qui sont des projets à plus long terme. Et ça permet justement d'avoir d'autres projets à plus court terme et de faire déjà quelque chose, de démarrer déjà la boucle des adresses et le cœur de ville. On parle de commencer des projets à court terme et notamment provisoires. Pourquoi quelque chose de provisoire ? Alors dans les deux cas, on sait justement qu'à moyen et long terme, on va arriver à une solution définitive d'aménagement, mais la municipalité a souhaité justement offrir et modifier ces emplacements rapidement. Et c'est pour ça que les projets sont prévus pour juin 2018, puisqu'après on sait qu'on a entre 5 et 15 ans de vie pour les deux projets. Et puis dans tout ça, la population peut aussi participer et donner son avis. Pourquoi est-ce que vous avez voulu justement intégrer l'avis de la population ? Est-ce que ça ne va pas plutôt rallonger les délais en essayant de tenir compte finalement de l'avis de tout le monde ? Non, alors on a déjà travaillé avec effectivement les commerçants, les usagers des deux places pour faire ce premier projet. C'est ce qu'on va demander maintenant au conseil communal, donc ces deux aménagements. Et puis dans un deuxième temps, pour les aménagements futurs, on va continuer ces démarches participatives avec un peu plus de personnes, avec les citoyens, avec les usagers qui vont profiter déjà de ces places, ces aménagements temporaires pour arriver à un aboutissement final des différentes places. Je crois qu'on constate de plus en plus dans les villes, pas seulement suisses, mais en général, où les urbanistes, où les gens ont fait des places, mais des places qui ne vivent pas, qui sont mortes et qui ne fonctionnent pas. Donc la volonté maintenant et la tendance est de dire on essaye, on fait un test, et en fait ça nous permet de savoir de quelle manière les gens ont envie de vivre leur ville et de vivre leurs espaces publics. Il y a un endroit où les gens réagissent particulièrement, c'est les réseaux sociaux. On voit, il y a eu beaucoup de réactions suite aux sapins qu'on a vus dans les images du sujet. C'est des sapins qui ont été réalisés par le bureau d'architectes paysagistes Bilandscape, qui a d'ailleurs été appelé aussi pour travailler sur la place Pertan avec des projets, des structures en bois. Il y avait eu pas mal de critiques en disant que ces sapins 2.0 finalement reprenaient, on recyclait des choses de paléo. Donc vous ne craignez pas justement que ces critiques soient refaites ? Non, alors on travaille avec ce bureau Bilandscape qui est effectivement un bureau qui a une manière différente de voir et de travailler sur ces espaces publics, ce qui est très important pour la municipalité, puisqu'on a des aménagements temporaires. Donc le but, c'est d'arriver à des montants d'aménagement qui soient raisonnables, et on le voit dans les deux demandes qui sont soumises au conseil communal sur les deux places. On arrive à faire quelque chose d'assez exceptionnel pour des montants relativement faibles, mais ça, c'est un état d'esprit non seulement des bureaux qui doivent travailler, typiquement Bilandscape, mais aussi un changement au niveau de la municipalité où on voit qu'on peut faire à moindre coût des choses intéressantes et qui peuvent durer quand même un certain temps, et surtout que tout est recyclable, réutilisable dans un deuxième temps lorsque la durée de vie de ces emplacements seront terminés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'on dit recyclable, si finalement on tient compte de la vie des gens et que ça ne leur plaît pas, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève tout ? On reconstruit ? Alors dans la période temporaire, non, parce on va mettre en place, c'est pas pour tout changer dans ces quelques années qui vont de vie de ces aménagements. Par contre, par la suite, lorsqu'on va arriver à l'aménagement final, on a du bois, on a des choses comme ça, on ne touche pas les structures de base des places, donc ça nous permet ça évite des gros travaux importants. Et puis ça peut être modifié aussi, donc suivant effectivement la manière dont la population va vivre ces emplacements, on pourrait se poser la question si on ne doit pas déplacer ou modifier certains éléments par rapport à ces volontés-là. La population vit également d'autres travaux actuellement, c'est les travaux à l'usine à gaz. Il a fallu attendre 2 ans finalement pour lever aussi cette opposition qui existait. Pourquoi est-ce que ça a duré si longtemps finalement jusqu'à ce que les travaux démarrent ? À l'usine à gaz, on était confronté à différents éléments je dirais, juridiques, avec des oppositions qu'on a dû traiter qui étaient assez longues, effectivement, avec les tribunaux, avec les opposants. Là, on arrive à une solution de compromis, on a réussi à s'arranger pour que ces travaux puissent enfin démarrer. Mais c'est des procédures juridiques qui sont toujours très longues. Et puis du côté du musée du Léman, cette extension dont on parle actuellement, qu'est-ce qu'il en est ? Quand est-ce que ça va démarrer ? Alors, on espère le plus rapidement possible. On est aussi là confronté à une opposition qu'on va traiter aussi dans le cadre du plan de quartier. Et puis, on espère qu'on arrivera aussi à trouver une solution positive pour la suite. Donc, finalement, c'est ces oppositions qui font freiner le début des chantiers ?
Alors malheureusement, de plus en plus, je pense à un phénomène de société où on a de plus en plus d'opposition sur tous les projets, pas seulement de la ville, mais aussi des privés, où systématiquement on a des oppositions. Mais je pense que ça fait partie du débat, de la démocratie. Chacun peut s'opposer à des projets pour autant qu'ils soient touchés par ces projets. Tenir compte de l'avis de la population, on l'a dit, Maurice Gay, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Merci. La Confédération débloque 12 millions de francs pour la jonction autoroutière Agnon. L'objectif, fluidifier le trafic. Toutes les explications avec Roxane Faro-Linares, la municipale en charge de la mobilité Agnon. Vous avez une des mesures qui est le RER. On a la chance d'être une des villes avec sorties autoritaires qui ont été choisies par l'OFROU pour des modifications. Donc ces travaux vont consister au remaniement des entrées et sorties, puisqu'aujourd'hui il y a un sérieux problème de sécurité, puisque nous avons dans les heures de pointe, un alignement de véhicules qui remonte sur l'autoroute et sur les bretelles d'urgence. Donc voilà, l'OFROU avait le désir de renforcer la sécurité sur ces sorties, aussi de faciliter l'accès à l'autoroute. Et bien évidemment, un des gros points noirs, c'est le franchissement de l'autoroute entre Nyon et Signy. Et là aussi, il y aura un remaniement avec notamment l'adjonction sur ce tracé des mobilités douces, puisqu'aujourd'hui, ni le piéton ni le vélo n'ont de la place pour franchir l'autoroute à Nyon. Alors, le franchissement, certes, mais aussi l'entrée. Concrètement, quels seront ces travaux ? Alors aujourd'hui, ils vont effectivement remanier ces entrées. Alors ça, ce seront les premières étapes, puisque à l'horizon 2040-2050, il y aura la fameuse troisième voie sur l'autoroute, et à ce moment-là, ces entrées seront à nouveau remaniées pour faire ce qu'on appelle des entrées en U-turn, en trèfle, comme vous pouvez le voir à d'autres endroits, notamment dans le canton de Vaud. Et tout ça permet effectivement de fluidifier les entrées et les sorties. Et puis pour redescendre sur Nyon, eh bien, là aussi il y aura du changement. Oui, alors pour l'instant, la Direction générale de la mobilité des routes du canton n'a pas encore beaucoup communiqué sur certains projets, mais effectivement, nous savons qu'à terme, en parallèle justement à la modification de l'entrée et sortie d'autoroute, une deuxième voie descendante en direction de notre ville sera créée et prise en charge par le canton. Et là, ça passe sur du terrain communal ou du terrain appartenant à des particuliers ? Alors là, on est sur une route cantonale et ce sera au canton de négocier avec les propriétaires bordiers. Ces travaux sont devisés à 12 millions et bonne nouvelle, ce sera la Confédération qui passera à la caisse. Oui, alors effectivement, l'autoroute appartenant à la Confédération, c'est l'OFROU qui prendra en charge ces travaux. Ça a pas mal changé le paysage au nord de Nyon. Alors effectivement, ça va changer le paysage dans une première phase de manière homéopathique, mais dans une deuxième phase, effectivement, de grands changements. Le district de Nyon souhaite faire pédaler ses habitants. Le conseil régional a l'intention de développer un réseau cyclable de 315 km. Pour l'instant, seuls 12% existent déjà. Et on en parle avec le responsable de la mobilité de Région Nyon, Pierre Grabert. Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, par rapport à ce réseau mobilité, c'est un projet, on parle donc provisoirement, mais vous dites que tout reste à faire, c'est-à-dire ? Disons que le Conseil régional a mandaté un bureau d'études qui a travaillé avec le Conseil régional, les communes, les associations de vélo et je crois que c'est à peu près tout. Et on a fait un bilan de la situation actuelle. Donc sur ce bilan, comme vous le dites, il n'y a que 12% des pistes cyclables qui sont réalisées et il y a énormément de potentiel à faire. C'est-à-dire que l'époque du vélo en tant que loisir, c'est terminé ? Pas du tout, non, c'est complémentaire. Mais simplement, on s'est attaché d'abord à répondre aux besoins des pendulaires. Et forcément, le week-end, le loisir est toujours d'actualité. Donc du coup, comment est-ce qu'on va concilier les deux, faire du loisir, du vélo pendant le loisir et puis pouvoir utiliser le vélo pour aller au travail tous les jours ? Alors, je crois que déjà, le loisir, il s'adresse surtout aux familles. Donc, il y a des projets d'itinéraires loisirs en plaine, relativement gentils, pas trop pentus, pour permettre aux petits-enfants de le faire. Il y a un projet vers Chaiseray.
Et forcément, sur les hauts du Jura, à Saint-Cergue, il y a plein d'itinéraires de loisirs VTT, où là, c'est déjà plus pour les sportifs, parce que ça monte et ça descend. Maintenant, la différence, c'est que il n'y a pas besoin de grands aménagements pour les loisirs, alors que pour les pendulaires, il y a besoin d'aménagements parce qu'ils sont dans des zones très dangereuses où ils doivent se côtoyer des voitures qui vont à 80 km/h alors qu'ils sont à 20, à 15. Et c'est ça qu'il faut aménager en priorité. Vous avez la double casquette, responsable mobilité à Région Nyon, mais aussi syndic de Saint-Cergue. Vous l'avez dit, les communes travaillent aussi dans ce projet. Donc comment est-ce que vous allez adapter ça du côté de Saint-Cergue ? Alors du côté de Saint-Cergue, le projet n'est pas très important, donc il ne fait pas vraiment partie de ce réseau cyclable, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de faire des circuits VTT. Donc là, c'est plutôt ma responsable du tourisme qui va s'occuper de faire ces circuits VTT en relation avec Nyon Région Tourisme et le parc Jura Vaudois. Et par contre, en tant que responsable de la mobilité au Conseil régional, nous, on s'occupe de ce qui se passe en plaine et surtout des principaux circuits qui amènent aux gares principales, Coppet, Nyon, Gland et Rolle. Et puis j'aimerais que vous gardiez cette casquette de syndic pour parler de votre région, Saint-Cergue. La neige est au rendez-vous, elle fait la joie des petits comme des grands, plusieurs activités également. Puis en parlant de ces activités, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, vous aviez une qui a rencontré un franc succès, c'était le Kiss and Ski. Franc succès, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors donc ce Kiss and Ski a été organisé par le Conseil régional, c'était le off des assises énergétiques qui ont eu lieu à Genève au mois de février. Donc il y avait une trentaine d'activités off et nous étions la dernière sur la liste à Saint-Cergue. Et nous avons eu une chance incroyable avec un temps magnifique, une participation très importante. Il y avait environ 110 personnes qui ont acheté un forfait et qui sont descendues les pistes de Saint-Cergue avec un flambeau. Et tout ça en relation avec le parc Jura Vaudois qui, lui, avait organisé une raclette et un orchestre. Et ce fut un véritable succès. On voit d'ailleurs des très belles images des pistes de Saint-Cergue. Et puis chez vous, c'est le bonheur quelque part, parce qu'on voit à Saint-Georges, d'ailleurs, vous avez fait un partenariat, un flyers commun. À Saint-Georges, ils sont fermés. Chez vous, c'est ouvert. Donc ça marche plutôt pas mal cette saison. Nous, on a une chance terrible. Enfin, c'est le rêve, c'est l'hiver de rêve où tout est utilisable. Les pistes de Saint-Cergue sont magnifiques. Les pistes de ski de fond à la Givrine sont magnifiques et les pistes de la Dôle aussi. Donc on ne peut pas rêver mieux. Et puis vous me disiez, quand on s'était rencontrés justement pour parler de ce Flyers commun, que votre clientèle à vous, c'était plutôt la clientèle genevoise. Est-ce que du coup, vous avez réussi à attirer plus de monde des Nyonnais chez vous dans les pistes de Saint-Cergue cet hiver, cette saison ? Alors oui, vraisemblablement, on a fait une petite étude, le Télédôle a fait une petite étude sur les pistes de Saint-Cergue. Donc je vous rappelle que Télédôle de Saint-Cergue est géré toujours par Télédôle et pas par la Sogestar. Et ils ont fait une petite étude à mi-saison et qui a montré que les pistes étaient principalement utilisées par des gens de la région. Et puis beaucoup d'activités de nuit qui ont aussi beaucoup de succès. Alors voilà, notre fameux forfait ski fondu a toujours autant de succès et attire toujours les gens de la région qui viennent skier et manger une fondue après. Oui. Vous me parlez de cette convention que vous avez signée avec justement Télédôle pour 4 ans. Vous m'aviez dit d'ailleurs que vous bénéficiez de leurs infrastructures, que c'était un réel apprentissage cette année. Qu'est-ce que vous en tirez ? Alors, c'est la deuxième année cette année, donc les rouages sont mieux huilés. Enfin, voilà, donc il y a nettement plus il y a aussi de la promotion qui a été renforcée cette année. Il y a aussi la piste. On a une petite piste pour les débutants qui s'appelle le Baby Lift. Mais sans leurs infrastructures, est-ce que vous pourriez vous en sortir, pardon ? Ah non, clairement non. Donc on a vraiment besoin de leurs infrastructures pour le ski alpin. Donc le ski encore à faire jusqu'à quelle date, Pierre Grabert ? On va essayer jusqu'à Pâques, mais pas garanti. Fin mars, en général, le soleil revient et les gens n'ont plus envie de skier, donc probablement, on va dire fin mars. Pierre Grabert, merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions.
La présentation officielle du 88e Salon international de l'automobile de Genève s'est tenue ce mardi. Florian Cavalieri s'est rendu à la conférence de presse. Toutes les nouveautés, les tendances 2018 avec le directeur André Efti. Bon, les tendances sont toujours, on parle beaucoup de la voiture électrique, on parle de la voiture autonome, on parle des voitures connectées et tout ça. L'électronique, on sait que joue toujours un plus grand rôle dans la voiture. Alors justement, l'électronique, les constructeurs automobiles vont au salon de l'électronique et l'électronique vient au salon de l'auto de Genève. Voilà, on est en train de, vous connaissez peut-être le CES à Las Vegas, il y a beaucoup de constructeurs automobiles qui vont là-bas. Et bon, ça ne s'arrête pas en Amérique, ça vient aussi chez nous. Nous, on est en train de faire un rapprochement entre l'IFA et puis le salon de l'automobile. L'IFA, c'est un peu le pendant de CES à Las Vegas, et c'est-à-dire qu'on fera une convention à Berlin sur la voiture et puis on apportera l'électronique au Salon de Genève en 2019. Alors cette année, il y a des invités de marque qui ne seront pas présents, c'est le cas d'Opel. Ça permet à d'autres marques d'avoir plus d'espace et de se regrouper. Ça, c'est aussi une des tendances. Oui, on a aussi, qu'est-ce qu'on a voulu, certains endroits où on sait que c'est un peu difficile de passage, surtout le week-end. Alors, on a Land Rover, Jaguar, ils ont un nouveau emplacement, Aston Martin, un nouveau emplacement. Et ça nous permettra de fluidifier un peu, surtout certains passages. Il y a énormément de marques aussi qui s'intéressent à l'automobile, qui sont plus ou moins en rapport avec l'automobile. C'est le cas de TAG Heuer qui va de nouveau arriver avec un stand énorme et des voitures incroyables. Mais on se réjouit toujours avec TAG Heuer parce qu'il y a toujours quelques surprises qui viennent et on sait bien que TAG Heuer est très engagé dans le sport automobile et ils sont engagés dans la Formule 1. Parlons d'électrique, ils sont engagés en Formule 1 avec Red Bull. Et c'est toujours, M. Biver, il a toujours chaque année quelques surprises pour nous. Qu'est-ce que ça représente en chiffres, le salon de l'auto de Genève ? Beaucoup d'argent, c'est-à-dire je pense pour Genève et toute la partie genevoise, c'est très important. On est le plus grand salon de la Suisse et vous savez qu'on a une fondation à droit privé, c'est-à-dire on a une fondation qui ne doit pas faire du bénéfice. Nous, on regarde que nos constructeurs, que nos exposants sont contents. L'avenir du salon de l'auto, il se dessine comment ? Il se dessine bien, on aime toujours, je pense qu'on aura un beau salon qui sera, les salons ils changent d'année à année, on avance comme dans tout lui, et puis peut-être le salon dans 10 ans il ne sera plus la même chose comme aujourd'hui, mais il existera encore. Léa Sprunger est la personnalité de la Côte 2017. L'athlète ginginoise a largement dominé les votes des Nyonnais. Quant au prix Nobel Morgien, il a recueilli le suffrage de la rédaction de la Côte. Nous sommes allés lors de cette cérémonie des prix. Rodolphe Henner vous retrace la soirée avec tous les finalistes. Jeudi soir à l'usine à gaz de Nyon, le quotidien de la Côte conviait ses lecteurs à célébrer les lauréats de son prix Personnalité 2017. Avec deux grands gagnants, malheureusement absents jeudi soir. Léa Sprunger, la coureuse de Gingin, et Jacques Dubochet, prix Nobel de Morges. La région a beaucoup de sympathie pour Léa et s'est mobilisée en masse pour Léa parce qu'elle est très très sympa, c'est une fille de la région et tout. C'est vrai que Léa Sprunger-Sefferer, c'est la 3e fois qu'elle était en lice. Elle était avec sa sœur il y a quelques années. L'année passée, elle a fini 3e, Sefferer, et cette année elle gagne. Quant au Morgien Jean Dubochet, comment passer à côté d'un prix Nobel ? Alors je pense pas qu'effectivement on en aura souvent. Raison pour laquelle en fait c'est le choix de la rédaction. Monsieur Dubochet n'était pas vraiment connu avant que son prix Nobel. Il y a peut-être moins d'attaches, donc voilà raison pour laquelle peut-être il a fini que 2e, mais nous on a estimé qu'effectivement c'était quand même l'événement pour la région cette année. C'était vraiment un prix Nobel, c'est incroyable. Certes absents, les deux lauréats ont tout de même tenu à envoyer un message aux spectateurs. Quelle drôle de chose, je me trouve en finale de ce concours essentiel. Ce soir, je suis par message vidéo avec vous, malheureusement, parce que je pense maintenant actuellement sur la piste en Pologne. Elle était engagée en Torun. Torun, c'est une jolie petite ville en Pologne. Et puis, elle a fait son 3e tour de World Indoor de la IAAF. Et puis, elle a gagné.
brillamment avec un nouveau recours suisse, sauf erreur. On m'a dit ça par SMS, alors je suis très fier d'elle. Preuve que la relation est forte entre la coureuse de Gingin et le public de la région nyonnaise, ce dernier public a tenu à envoyer une vidéo à Léa Spronger. Mais gagner ce concours Personnalité La Côte n'est pas nécessairement l'essentiel pour les concurrents. Très heureux d'avoir été soutenus par la presse locale et d'avoir bénéficié de visibilité. C'est inespéré parce que je pensais au début de mon projet de devoir leur courir après la presse de manière générale et finalement c'est une belle reconnaissance aussi le fait que ce soit eux qui sont venus toquer à la porte en disant on a entendu parler qu'Office était en train de faire quelque chose, ça nous intéresse. Donc c'est très important d'être soutenu par les médias locaux pour des artistes comme moi, je ne suis pas le seul. C'est un honneur d'être nominé pour la personnalité de la côte et déjà arriver en finale c'est incroyable et puis après, je ne sais pas combien de j'ai fini parce qu'ils n'ont que dit les top 3, mais ça fait quand même aussi sans plaisir. Déjà, on est touché par le geste. On ne s'attendait pas trop à être parmi les sélectionnés pour cette récompense. Donc déjà, ça nous touche. J'ai grandi dans la région également, enfant de Prangin et puis ayant fait les écoles à Nyon. Donc voler ici à Prangin, pour moi, c'est quelque chose d'incroyable. Et le fait d'avoir été soutenu par le journal La Côte, pour moi, c'était quelque chose de rêvé. Une fois les prix décernés, la soirée ne s'en est pas terminée pour autant. Du côté de Rolle, c'est la sportive Sofia Yokoyama qui a remporté le mérite de la ville 2017. Vous la voyez justement à l'écran. La Rolloise de 19 ans est championne suisse de l'escalade. Elle était d'ailleurs également nominée et finaliste pour la personnalité de la côte. Les représentants de la ville de Rolle ont voulu féliciter son parcours et l'encourager à continuer. La municipalité nous a exprimé sa fierté d'avoir comme habitante cette jeune sportive qui fera d'ailleurs apparition sur la scène olympique à l'occasion des JO de Tokyo en 2020. Je vous le disais, la semaine dernière, le café Brocante de Saint-Georges ferme définitivement ses portes. Son objectif, ne rien jeter à la poubelle. Eh bien, c'est mission accomplie, puisqu'une série d'associations ont pu bénéficier des objets, dont l'association Gaffré, que la municipale Isabelle Chevalet soutient, conseillère nationale vert libéral du canton de Vaud. Nous l'avons rencontrée lors des préparatifs des cartons. Regardez. L'usine à carton. Vert, plus lunettes. Gaffré. Du café Brocante de Saint-Georges jusqu'au Burkina Faso, c'est le voyage qu'emprunteront ces objets, tous destinés à Gaffré, une association de femmes que la conseillère nationale vert libéral Isabelle Chevalet soutient. Ensuite, tu veux des petits trucs, je parie? Bon, voilà. Je te connais. Parce qu'on se sent bien, parce qu'on se dit le soir, quand on va se coucher, voilà, je suis fatiguée, mais c'est un repos, c'est un travail qui est reposant, parce que c'est un travail qui est bien fait. Et je crois que de temps en temps, ça vide la tête aussi d'aller remplir des cartons, de remplir un conteneur. On n'est pas toujours obligé de rester devant son ordinateur à réfléchir. Franchement, c'est emballage de luxe là. Et puis je remercie d'ailleurs la famille Paya de nous offrir tous ces objets pour pouvoir les envoyer en Afrique. C'est vraiment une opportunité que certains vont beaucoup apprécier. Une deuxième vie donc pour ces objets appartenus au café Brocante et qui ravit les futurs ex-gérants qui fermeront boutique à la fin du mois. Il n'y a rien qui va partir à la poubelle, ça c'était mon souhait. Ça va tout partir pour des associations. Donc ça c'est bien. Tu mets ça sous les matelas? Non, c'est pas sur le matelas, ouais. Ça c'est des couches. Ah, c'est carrément les couches. Si tu recycles, d'accord. Non, après c'est jeté. En fait, les containers arrivent à l'association Gaffré. Gaffré, ça veut dire groupe d'action des femmes pour la relance économique du Houet.
Et en fait, c'est 5000 femmes qui vont recevoir tout ce matériel. Et c'est des femmes en général nécessiteuses, qui ont peu de moyens. Et ça va faciliter la vie de toutes ces femmes. Gaffré, c'est aussi une association qui s'occupe du recyclage de déchets et qu'Isabelle Chevalet suit depuis cette année. 3 fois par année, elle se rend d'ailleurs en Afrique, un continent que certains décrivent comme sa deuxième vie, sa deuxième identité, sa deuxième famille. Oui, Kadi, mon amie ici burkinabé, c'est vraiment comme ma grande sœur. Et puis c'est ce lien de confiance qui fait qu'on peut travailler comme ça avec l'Afrique et donner autant de son temps pour pouvoir aider les gens. Ce qui est derrière toi, par exemple, tout, voilà. Et puis le rouge là ensemble. Ouais, mets tous les rouges ensemble, c'est une bonne idée. Alors la suite, c'est on est en train de faire les cartons, on va les emmener à Chavornay, au port sec, où notre conteneur est stationné. Et puis on va le remplir, c'est un conteneur de 40 pieds. Il nous faut à peu près 17 heures, entre 5 à 6 personnes pour remplir un conteneur de cette taille-là. Et puis ensuite, le conteneur partira par bateau jusqu'au port d'Abidjan pour ensuite aller par train jusqu'à Bobo-Dioulasso, là où les femmes vont le réceptionner. J'ai vraiment confiance dans ces femmes, donc je n'ai pas besoin d'être là au moment où les conteneurs arrivent. C'est vraiment une affaire qui roule toute seule. Au moment où le conteneur quitte la Suisse, pour moi, l'affaire est bouclée. Ah, on va y passer toute la semaine, hein, si t'es trop lente dans l'emballage. Non. Ah bon. Doucement, doucement. Enfin, aucun souci, car comme le dit un proverbe africain, tout seul on va plus vite, à deux on va plus loin. 3 copains de la région reprennent les fourneaux du café-restaurant de l'Étra à Nyon qui s'appelle désormais les 1001 braises. Souvenez-vous, vous aviez d'ailleurs déjà rencontré l'un d'entre eux lors du défi du Big Burger. Souvenez-vous, il y a quelques mois, il n'avait fait qu'une bouchée de cet énorme burger et devenait ainsi le vainqueur du concours organisé par le café-restaurant de l'Étra. Jeudi dernier, c'est au même endroit, mais derrière les fourneaux, que nous retrouvions Malik pour l'inauguration du restaurant aux 1001 braises. Je pense, du haut de mes 32 ans, 20 ans que je travaille en me levant, en me disant mince, je vais au travail, pour rester poli bien sûr. Mais voilà, là c'est du pur plaisir. On se lève, on charbonne, on se fait plaisir, on est derrière les fourneaux, c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Et je pense que c'est pas donné à tout le monde le fait de pouvoir se lever le matin et de se dire yes, je vais au boulot et je vais faire plaisir aux gens. À ses côtés, 2 autres copains ont également décidé de se lancer dans l'aventure. Les 3, on a des compétences un peu qui se relient. Donc on s'était décidé, pourquoi pas essayer de lancer quelque chose avec ce restaurant, quoi. Et on a vu aussi que juste avant, il y avait une autre personne qui gérait ça et il est parti. Donc directement, on a profité pour demander au patron s'il serait d'accord de nous laisser peut-être carte libre. Mais en tout cas, les 3 vont y mettre leur cœur, leur tripes. Au menu, charbonnade à gogo, burger et tartare. Là, on a la chance de travailler avec tous des producteurs locaux, en fait. On a les produits qui sont très très bons. Du coup, pourquoi aller chercher ailleurs quelque chose qu'on a devant chez nous? Les sauces maison sont les miennes. Donc mayonnaise maison, je m'y suis mis il y a quelques semaines. J'ai eu de très bons retours. Paraît que tu as essayé tous les plats de Malik avant ce soir. Qu'est-ce que tu as préféré manger et pourquoi? Un hamburger parce que la viande elle est vraiment délicieuse. C'est un délice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bon à manger ici? Le fromage, la salade, les frites. Le but c'est de manger, de bien manger, d'une accueil chaleureux et puis que ce soit très convivial et puis voilà. Comme à la maison. Exactement. Reste à savoir s'il y aura encore quelque chose à manger après le passage de Malik dans les cuisines. Ouais, on s'est posé la question, c'est vrai. Le problème, c'est pas Malik parce qu'il est en cuisine, c'est les amis qui l'amènent qui sont un peu du même calibre que lui. Oh là 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 là, ouais. J'ai super peur de ça. Mais je suis derrière pour contrôler tout ça. Vous inquiétez pas. Il vous restera quand même des burgers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. À suivre le débat avec Rodolphe Henner sur les jeunes et la politique, le sport avec Joël Brunner et le futsal. Et enfin, la culture s'intéresse cette semaine à l'improvisation. On se retrouve la semaine prochaine. Soyez sages, vous le savez. Et puis sortez couverts puisqu'une vague de froid va envahir la Suisse. Donc tenez-vous prêts, tenez-vous au chaud. À la semaine prochaine.